édition numéro 7. Aujourd'hui, on fait le tour de quelques dossiers importants dans la petite nation. Bienvenue à Studio Libre. C'est une nouvelle extrêmement importante qui est arrivée cet été pour mon prochain invité. Une nouvelle qu'on attendait depuis extrêmement longtemps et qui va faire extrêmement du bien à une ville qui en avait besoin, d'ailleurs. Eh bien, on le retrouve après des vacances extrêmement mouvementées, l'extrêmement maire de Tursault et préfet aussi de la MRC de Papineau, Monsieur Benoît Lauzon. Bonjour. Bonjour. J'utilise le mot extrêmement souvent dans mon introduction parce que, bon, vous l'utilisez abondamment, ce mot-là. Vous aimez particulièrement ce mot-là. Mais je pense que pour cette situation, eh bien, c'était la nouvelle qu'on attendait depuis les 5 dernières années à Tursault. Au moins de se sortir un peu de cette incertitude, de cette ambivalence. On savait-tu pas où est-ce que ça s'en allait? Mais là, on a un plan clair pour l'usine qui est pas par n'importe qui non plus. Exactement. Regarde, c'est une excellente nouvelle pour la ville de Tursault, pour la région, pour l'ensemble de l'industrie forestière dans la région de l'Outaouais. Là, la réouverture de la papetière, qui sur une autre vocation, mais qui va continuer à prendre du bois de pâte, de bois dur en Outaouais où on n'avait aucun preneur depuis la fermeture. Et je pense que c'est ça, le nœud du problème, pour venir à l'industrie du bois. C'était ça, parce que, bon, il y a eu d'autres projets aussi à un moment donné, plus sérieux les uns les autres, bon, des intérêts. Dans d'autres types, j'avais notamment des serveurs qui étaient, parce qu'eux voulaient prendre la quantité d'électricité qui était, par l'usine et la réappliquer à leurs opérations. Bon, ça a plus ou moins fonctionné parce que l'essentiel, c'était, vous l'avez dit, le bois de pâte. Il fallait trouver pour que l'industrie forestière puisse respirer un peu. Donc, pour vous, j'imagine que ce projet-là, c'est comme un soupir de soulagement, de dire « Ah, enfin, on a quelque chose de vraiment tangible pour l'industrie du bois. » Exactement, c'est un soupir de soulagement, tu sais. Je pense que je parlais au ministre Fitzgibbon à tous les 2 semaines à peu près, puis on était chanceux de pouvoir régler ce dossier-là avant le départ du ministre Fitzgibbon, parce qu'il y croyait, puis il voyait l'importance du site de la papetière dans l'écosystème de l'industrie forestière dans la région de l'Outaouais. Des projets, on en a eu, tu en as mentionné, mais c'était pas le fait de dire on fait un projet pour faire un projet. Je pense que la vocation industrielle forestière de la ville de Tursault est super importante, puis on voulait rester là-dedans. Il y a eu des projets de relance de la papetière comme elle était avant, mais c'est quelque chose, tu sais, la problématique avec les papetières, puis l'avenir des papetières, il y a des enjeux. C'est incertain, oui. Puis on voulait pas vivre ça, puis dire dans 5 ans, 10 ans, on va retomber à la même place. On voulait trouver une façon différente de le faire. Puis là, on s'en va avec un projet pour décarboner le Québec au niveau industriel. Puis je pense que c'est un des beaux projets là, porteurs. Puis c'est l'avenir de l'industrie forestière, à mon avis. Parce que là, c'est un projet de biocharbon. Et je regardais le produit en tant que tel. Bon, je suis pas un expert en métallurgie, mais on dit que c'est pour remplacer un autre produit, l'anthracite, qui est dans la composition justement du métal. Et donc, ça sert à quoi le fameux biocharbon, dans ce que vous avez compris du projet, dans la métallurgie? Ben, c'est vraiment pour, je vais le dire comme ça, les boilers, là, les chaudières, alimenter les chaudières là, pour chauffer tout ça, là, puis c'est fait avec un produit qui est vraiment nocif pour l'environnement. Nous, on va avoir un produit carboneux, c'est extrêmement important, puis je pense qu'avec l'entreprise Rio Tinto qui a des alumineries, fait que c'est un produit qui va aller directement à l'intérieur de son processus, dans ses propres usines. Fait qu'on est moins à l'impact du marché, à savoir quand le marché augmente ou baisse, là. Ça fait que c'est vraiment intégré à l'intérieur de leur processus. Puis je pense que c'est important que le milieu industriel, avec les changements climatiques, puis tout ce qu'on vit, là, les tornades, puis les feux de forêt, que le milieu industriel embarque dans la décarbonation du Québec.
décarboner, comment le produit peut être carboneutre si, justement, on prend un produit, on l'amène, bon, il y a des camions qui vont l'amener, évidemment, ils vont le trimballer et compagnie, il faut le retrimballer parce que là, c'est affecté plus particulièrement, ce que j'ai pu comprendre, à l'usine de Sorel-Tracy. Donc, il y a quand même une certaine distance, il va falloir le transporter. Comment est-ce que ça peut devenir carboneutre? Bien, l'usine, c'est dans son procédé elle-même qui va être carboneutre. OK. Puis le produit qui sort de là, il est carboneutre. C'est sûr que tout le temps du transport, puis il va tout le temps en avoir. Il y en avait même dans les produits qui étaient nocifs. Mais on sait qu'on s'en va vers la création des transports, ce qui fait en sorte que je pense que le deuxième gain, on va pouvoir l'avoir à partir de ce moment-là. Oui. Mais c'est un produit qui est fait à partir de ressources naturelles, qui est le bois. Ils vont pouvoir prendre le bois de la forêt, les résidus des scieries, les résidus forestiers, mais ils vont pouvoir prendre aussi le bois de construction. Vous savez, les villes, aujourd'hui, on envoie ça à l'éco-centre, puis on fait quoi avec le bois de construction? C'est difficile à s'en départir. Mais là, cette usine-là va pouvoir prendre ces matériaux-là également. Fait qu'elle va venir aider les municipalités là, dans la région de l'Outaouais également. Oui, parce que de la construction, il y en a partout, même si la construction a un peu ralenti. J'imagine qu'avec, on parle de construction, bien sûr, mais j'imagine qu'avec cet espoir-là de voir renaître l'usine de ses cendres, c'est pour les gens qui veulent s'installer, dire, ben au moins, il y a une vitalité, au moins, à la municipalité, qui avait peut-être moins, j'allais dire, avant, parce qu'au moins, il y a de l'activité. Et cette activité-là, bien sûr, une usine, ben c'est pas juste les emplois directs. On parlait beaucoup d'emplois indirects, même à travers la municipalité. Comment vous voyez ça, justement, au niveau des impacts indirects? Est-ce que vous avez commencé à le sentir? Là, on est très, très tôt dans le processus, là, c'est pas ouvert demain matin. Mais comment vous le voyez? Bien, je pense que tu l'as bien mentionné, puis c'est extrêmement important. Dans le développement d'une municipalité, puis on entend beaucoup parler dans les dernières années du vieillissement de la population. Surtout dans nos MRC, on ressent le vieillissement de la population. Mais comment on fait pour attirer des jeunes familles chez nous? Ça prend des services de santé, ça prend des services au niveau de l'éducation. Tu sais, nos écoles, faut qu'il y ait une capacité, mais ça prend aussi de l'emploi. Puis l'emploi, là, c'est quelque chose, à mon avis, c'est la partie la plus difficile à avoir à l'intérieur des municipalités. Des emplois bien rémunérés, des emplois qui vont servir à plein de gens, autant des plus jeunes, des emplois, je pense que c'est des bons emplois qu'on va avoir chez nous. Stimulants aussi. Stimulants, ce qui fait en sorte qu'on va être capable d'attirer des jeunes. On va être capable de garder nos jeunes aussi, qui vont avoir la possibilité de travailler. Ce qui fait en sorte, c'est ce que Fortress et dans le temps, Fraser et McLaren avaient fait de Turso. Turso s'est développé avec cette industrie-là, puis on va pouvoir continuer à cheminer avec ça. Parlant de développement, j'en ai vu, bon, je suis allé me promener à Turso, j'ai fait un peu les rues ici et là. Il y a eu, bon, dans les dernières années, des condos, il y a eu toutes sortes de types d'habitations qui sont... et d'ailleurs, vous avez dû faire quelques entorses au règlement municipal pour permettre ce genre d'habitation-là. Le résultat, après quelques années de ces habitations-là, on voit un engouement, on voit qu'il y a il y a une progression dans ces types de logements-là. Oui, puis Turso se développe très bien. Souvent, les gens vont dire, le conseil municipal développe pour avoir des revenus de taxes foncières. Ouais. Pour la ville, c'est pas quelque chose qui est payant de développer. Il faut offrir des services. C'est l'augmentation de nos coûts de déneigement, nos coûts au niveau des ordures. C'est ouvrir des rues. De l'eau potable. C'est des augmentations de partout. Ce qui fait en sorte que le bénéfice est à long terme au niveau de la municipalité et non pas à court terme. Mais on a augmenté de plus de 30 % le nombre de portes sur le territoire de Turso. Quand même. En combien de temps? À peu près 6 ans. OK. Puis, présentement, on a des projets sur la table pour augmenter d'un autre 30-35 %. Fait qu'on va avoir augmenté d'à peu près 60-70 % le nombre de portes sur le territoire de Turso en peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on est une ville avec une vision de développement. On est une ville qui veut s'assurer d'être capable d'offrir des services de qualité à ses citoyens. Mais pour être capable de faire ça,
Ça prend de la population, ça prend Ouais. des gens. Fait qu'on est en train d'augmenter la population pour être capable de revoir des services au niveau commercial qu'on a perdu avec l'arrivée des grandes surfaces. Oui. Mais pour être capable d'y arriver, ça prend du monde, comme on dit. Fait qu'on est là-dessus. Notre vision, c'est de faire du développement puis de créer un milieu chez nous que les gens vont pouvoir dire « il fait bon vivre à Thurso ». Parlant d'il fait bon vivre à Thurso, j'allais dire la question qui tue, mais je vais plutôt la rebaptiser à la question qui pue. Est-ce que ça va sentir comme ça sentait avant? Parce que, bon, dans une autre vie, Papier Fraser, Fortress, c'était mes clients et juste d'entrer à Thurso et ça prenait à la gorge. C'était vraiment intense. Peut-être même plus dans le temps de Papier Fraser. Est-ce que, justement, le procédé que Rio Tinto va faire dans cette usine-là va provoquer autant d'odeurs qui vont redonner peut-être pas ces lettres de noblesse à la ville? Aucune odeur. OK. Ce qui sentait, c'était vraiment, on avait une papatière de pâte Kraft. On sait qu'à Gatineau, il y a des papatières, il y en a une ici dans Oui. le secteur de Masson-Angers. C'est pas des senteurs comme il y avait à Thurso, il n'y a pratiquement pas de senteur. C'est la papatière de pâte Kraft qui sentait. Aujourd'hui, on est dans un autre procédé. C'est comme la série Lauson qui est à côté. Oui. Ça sent rien. Non, Fait qu'ils effectivement. traitent du bois. On va traiter du bois, puis il n'y aura aucune senteur à Thurso. Ça ne reviendra pas chez nous. Puis je pense qu'avec les années, on va perdre ce titre de municipalité là, où ça sentait pas bon. Qui est pas très honorifique, on s'entend. Exactement. Vous l'avez eu pendant, Très 50, longtemps. 60 ans. Et justement, avec toute cette vitalité-là qui s'en vient, est-ce que vous avez vu des gens qui, justement, peut-être pas pensaient à Thurso pour s'établir? Parce qu'on s'entend, on est proche de Gatineau et même, j'en parlais avec justement ma conjointe en fin de semaine. Et puis, on disait, Thurso, ça se fait bien quand même pour, nous ici, Buckingham. Donc, ça devient un choix et ça l'est devenu pendant la pandémie. Qu'est-ce que vous, justement, vous pensez avoir de plus que les autres qui sont à peu près à même distance? Il faut continuer à réfléchir aux besoins. Il faut respecter les besoins du citoyen quand il s'en vient chez nous. On les consulte beaucoup. Je vous dirais, si Thurso veut continuer à aller de l'avant puis aller encore plus loin, ça va prendre du transport en commun qui va venir dans notre municipalité. On a beau dire on décarbonise le Québec avec une usine, mais d'un autre côté, quand tu viens rester à Thurso, Tu n'as pas le choix d'avoir une voiture. Une ou même Ou deux, puis souvent une troisième pour les enfants. C'est que ça va prendre du transport en commun pour s'assurer que nos gens prennent l'autobus chez nous, pour ceux qui allent travailler en ville, allent travailler, ou les étudiants et allent étudier, puis qui reviennent chez nous le soir. Pour que nos jeunes travaillent chez nous, dans nos commerces chez nous, de un, puis de deux, pour que les gens consomment chez nous. Souvent, les gens vont prendre l'autobus dans le secteur Buckingham ou à Gatineau, vont débarquer d'autobus, vont faire les épiceries, puis vont s'en aller à la maison. Nous, si on veut développer du commercial dans notre municipalité, il faut prendre les gens, les emmener au travail, puis les ramener à la maison dans un transport en commun. J'en ai parlé d'ailleurs avec Edmond Leclerc, qui est le conseiller ici à Buckingham, à la ville de Gatineau. Et puis, il est vice-président de la STO. Et il me disait, ça coûte un bras. Du transport en commun, comme tous les services publics, ça coûte très cher. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager, justement? Est-ce qu'une affiliation, je ne sais pas si ça se fait, mais une affiliation, exemple donné, avec la STO pourrait être bénéfique pour, au lieu d'avoir son propre système et d'avoir vraiment un système indépendant qui coûte très cher, on le voit ici à Gatineau, est-ce que, justement, ça pourrait être envisageable de dire, à la STO, pouvez-vous nous mettre 2-3 lignes qui vont aller jusqu'à Thurso? Comme la ligne ici, là, à Masson-Angers? C'est sûr que ça prend une entente avec ce qui est existant. On sait qu'à Gatineau, ça coûte cher. On sait que Transcolline aussi coûte énormément d'argent là, pour la MRC. Moi, je pense qu'il faut que le milieu municipal travaille ensemble. Nous, présentement, on est en train de regarder avec Transcolline à savoir est-ce qu'ils sont capables d'offrir un service dans une autre MRC que la leur. Oui, c'est possible. C'est ce qu'on est en train de travailler. On avait un plan de transport en commun. Je me souviens, oui. Qui avait été mis en place. On était presque prêt à le déployer. Je pense que la pandémie est arrivée pour... La pandémie
pandémie est arrivée, effectivement. C'était pas le temps de mettre en place un transport en commun. Tout le monde était en télétravail, on pouvait plus aller au bureau. C'était extrêmement difficile, ce qui fait en sorte que maintenant, il faut refaire les analyses, regarder les données vraiment pour pouvoir mettre en place ce qui va répondre aux besoins de la population. Vous savez, entre Montebello et la sortie Thurso, là, il y a à peu près 4 500 passages de moins à Montebello qu'à Thurso. Pourquoi? Parce que ça, c'est des gens du territoire de la MRC qui prennent l'autoroute 50, soit à Montebello, à Papineauville ou à Thurso, qui allent vers Gatineau, soit pour aller à l'école, soit pour aller travailler, puis qui reviennent le soir. C'est énormément de monde. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel énorme. Puis ça, c'est tous des gens qu'on va enlever sur l'autoroute 50. On parle de congestion sur l'autoroute 50 depuis le retour des fonctionnaires au bureau. Là. Mais c'est le même qu'on va pouvoir y arriver. Il faut apprendre à travailler ensemble. Puis je pense qu'il y a une ouverture des autres territoires de MRC, même de la ville de Gatineau, pour pouvoir voir comment on est capable de travailler, de collaborer ensemble pour que ça coûte moins cher à tout le monde en bout de ligne. Vous l'avez dit, ça vaut la peine de le faire, mais dans un horizon de combien de temps est-ce qu'on pourrait voir, exemple donné, dans votre idéal, j'imagine, c'est pour hier matin. On sait qu'en 2025, c'est une année électorale au niveau municipal. Oui. À un an des élections, c'est pas le temps d'aller faire des consultations pour pouvoir mettre en place un transport en commun sans savoir comment ça va coûter aux citoyens. Moi, je pense que dans le prochain mandat, au début du prochain mandat au niveau municipal, ça va être le meilleur moment de consulter la population puis d'aller voir leurs besoins puis comment on est capable d'y répondre. Puis j'imagine que ça pourrait faire partie des prochaines campagnes électorales. Bien, je pense que oui, parce que, bon, ici à Gatineau, on le sait, ça a été un enjeu, peut-être pas le principal, mais ça a été un enjeu. Aujourd'hui, les gens ont besoin de mobilité et vous le disiez, bon, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se permettre une voiture électrique pour décarboner. Donc, puis là aussi, bon, avec l'arrivée, ce que Edmond Leclerc me disait, en 2025, tous les autobus nouveaux vont être électriques. On ne peut plus, même pas hybride, il n'y a plus d'essence qui va rentrer là-dedans ou de diesel dans ce cas-ci. Donc, c'est quand même une bonne alternative là, dans quelques années. Bon, je mets un horizon d'à peu près 5 à 7 ans. Ben, on va avoir recyclé pas mal une majorité des autobus. Donc, on va devenir électrique au niveau de la STO. C'est un avantage pour Thurso. Et pour les autres municipalités avoisinantes, oui. Absolument. Je pense que ce virage-là est essentiel. Puis la STO est visionnaire, puis on voit qu'elle est en train de le faire. Puis moi, j'appuie ça à 100%. Les enjeux qu'on va avoir des territoires, puis je pense que Transcolline, on a des territoires qui sont tellement grands. Oui. La MRC Papineau, c'est 3600 km² avec 25 municipalités. C'est impossible de mettre un transport en commun qui va aller dans les 25 municipalités. Mais là, il va falloir qu'ensemble, les élus de la MRC Papineau aient un plan d'avoir un service qui va être viable. Je pense que c'est la première chose qu'il faut regarder. Puis comment on est capable de desservir les gens. Fait que, il faut partir de quelque part au centre de notre territoire de MRC, puis emmener soit du transport à la carte ou quelque chose vers ces points-là. Un peu de transport à la demande. C'est ça, à la demande là, pour pouvoir y arriver. Je pense que le transport à la demande, bon, a fait ses preuves ici dans le coin, là, on en parle beaucoup. C'est peut-être une alternative qui est moins dispendieuse qu'une ligne qui passe là, à tout le temps et peut être peut-être plus vide que si on a le transport à la demande. C'est une belle option. C'est une belle option, mais c'est pas une option qui répond à tout le monde. C'est ça. La ligne, quand même, elle a son importance, puis c'est elle qui vient garantir que tout est viable pour pouvoir y arriver, là. Fait que ça prend les deux, à mon avis. Vous êtes préfet de la MRC de Papineau jusqu'aux prochaines élections. Et donc, en tant que préfet, vous avez un regard sur l'ensemble du territoire. Puis, vous l'avez mentionné, 3600 km. Pour donner une petite analogie, c'est 7 fois l'île de Montréal. Ouais. Et même plus. Donc, c'est immensément grand, avec plus ou moins de population. On parle d'environ là, 26 000. Ouais, je ne vois pas les derniers chiffres. Là. Moi, j'étais à 23, 24. Donc, ça évolue, mais tranquillement. Et il y a quelque chose qui a évolué
et dans le bon sens pour les citoyens, je ne sais pas du point de vue du préfet, c'est la mine La Loutre, qui justement le projet de mine qui avait eu lieu. Et donc, ce projet-là ne sera pas financé par Québec, ce qui vient, disons, couper pratiquement au genou ce projet-là. De votre côté, qu'est-ce que vous en voyez de ce projet-là? Et Mathieu Lacombe l'a dit, c'est peut-être un bon projet, mais pas à la bonne place. Est-ce que vous êtes du même avis? Ben, moi, je suis du même avis. Quand on regarde notre territoire, tu le disais tantôt, notre territoire est grand, mais notre territoire est vraiment beau, par exemple. Oui, absolument. Et si on veut garder cette nature-là, tu sais, les gens ne veulent pas toujours rester dans un condo au 8e étage ou au 20e étage dans une tour à logement. Souvent, les jeunes familles, ce qu'ils recherchent, c'est des beaux espaces. Il faut protéger nos lacs, nos rivières, notre biodiversité, notre faune. On est une région touristique avec énormément de villégiature. Mais il faut regarder de quelle façon on est capable de maintenir ça. Oui. Puis on ne veut pas être une région qui est sacrifiée pour être capable d'avoir l'électrification des transports puis dire qu'on va avoir une mine parce qu'on est conscient qu'il y a un besoin. Mais nous, ce qu'on dit à l'industrie minière, c'est que avant de commencer à investir de l'argent, puis si vous avez une vision, venez vous asseoir avec le milieu municipal. On connaît bien notre territoire, puis on va être capable de vous conseiller à savoir est-ce que c'est le bon endroit ou pas le bon endroit, et ne pas investir des millions pour qu'en bout de ligne, le gouvernement du Québec dit il n'y a pas d'acceptabilité sociale, on ne pourra pas vous donner le permis pour pouvoir exploiter une mine sur ce territoire-là. Fait que je pense qu'on perd du temps de travailler de cette façon-là. Fait que c'est pour ça qu'on demande depuis longtemps. Souvenez-vous qu'il y avait eu un grand forum à Gatineau en 2023 par le milieu municipal où on dit la préséance, tu sais, la loi sur les mines est en haut de tout. Oui. Fait que nous, on dit donner du pouvoir aux municipalités pour que dans nos schémas d'aménagement, on soit capable de venir intégrer ça. Fait qu'on protège ce qu'on veut protéger, puis s'il y a place pour mines, on va mettre de la place pour les mines sur nos territoires. Je pense que c'est la meilleure façon de travailler. D'ailleurs, il y a une motion qui a été rejetée, d'ailleurs, qui avait été faite, si je ne me trompe pas, c'est par Québec solidaire, pour ces claims miniers-là, parce que ce qui arrive, c'est que le territoire, dans le fond, on a un terrain, mais on possède juste la surface, on ne possède pas ce qui est en dessous. Et c'est un non-sens, vous le dites vous-même. Si on avait de la place pour dire, bon, on va mettre potentiellement une mine là, parce que on a vu, selon les études, bon, que cette place-là, ben, c'est une bonne place pour faire une mine de quelconque produit. Là, ça ne marche pas comme ça. C'est si quelqu'un va avoir un claim minier, s'en va au bureau, puis clique, prend un claim sur un terrain qui ne lui appartient même pas. Ça prend 15 minutes et ça coûte une centaine de dollars. Ouais. C'est rien. Et donc, la personne peut aller littéralement exploiter un terrain, même qui pourrait potentiellement appartenir à un citoyen. Bien, exactement. Je vais donner l'exemple dans nos municipalités. Tu veux juste te bâtir un petit cabanon sur ton terrain. Il faut que tu viennes à la ville, puis tu demandes un permis, puis tu déposes un plan, puis à quelle distance de la ligne que tu vas t'installer. Puis, et là, on parle d'un projet industriel majeur que, outre la mine où elle va être installée, il y a tout le transport. Là. Oui. Si tu vas en Abitibi, à Val-d'Or, il y a des voies de contournement partout. Tu n'es même pas obligé de passer dans Val-d'Or. Oui. Mais nous, là, que tu parles de la route 315, la 309 vers Val-des-Bois, la 317, que tu parles de la 321 ou de la 323, on passe dans tous les petits villages. Notre réseau routier n'est pas adapté à avoir ce genre de transport de façon aussi intensive. Est-ce qu'on va faire des voies de contournement partout aux municipalités? Si on fait ça, là, c'est que les utilisateurs au niveau touristique ne passeront plus dans nos petits villages. Là. Ça veut dire que le milieu commercial va avoir un impact négatif énorme. Là. Oui. Puis ça, il faut le regarder aussi. Fait que la vocation d'un territoire, moi, je pense qu'il y a de la place pour les mines au Québec. Il faut commencer par des régions minières. Puis peut-être que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand on aura des besoins plus grands, puis que les régions sont plus capables de répondre, mais on pourra peut-être regarder à l'ailleurs. Je pense que faut commencer par s'installer où il y a une acceptabilité sociale, où les gens nous, on est venus, on a été créés, je vais le dire comme ça, avec l'industrie forestière, puis avec le tourisme et la villégiature. C'est notre cheval de bataille, c'est là-dessus qu'on travaille, puis beaucoup, beaucoup au niveau de l'agriculture.
Fait qu'on va continuer. C'est notre vision de développement de notre territoire. Puis, dans notre vision de développement, c'est là-dedans qu'on investit. Dans les 2-3 dernières années, c'est plus d'1 million qu'on a mis en communication pour attirer du tourisme chez nous. On va continuer à investir là-dedans. Fait qu'à un moment donné, la ministre du tourisme, va falloir qu'elle me dise que c'est compatible d'avoir une mine avec du tourisme. Parce que je pense qu'à Malartic, là, à l'entour de la mine, il n'y a pas beaucoup de camping. J'allais justement évoquer Malartic. Ça, c'est le cas le plus extrême qu'on a vécu au Québec. Mais avez-vous été content, par contre, que le gouvernement du Québec a tenu compte de l'acceptabilité sociale? Ils auraient pu dire non, nous, on veut du développement, on veut de l'argent, on veut les retombées économiques, puis un peu, les citoyens, ils vivront avec. Est-ce que vous avez été quand même heureux de voir que le gouvernement du Québec a fait non, les gens n'en veulent pas, on tire la plug? Ben, je pense que c'est une bonne décision du gouvernement. Le premier ministre l'avait mentionné, s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, il n'y aura pas de mine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le gouvernement, là, a dit qu'ils ne subventionneront pas le projet. Par contre, l'exploration, pour voir c'est quel genre de minerai, continue. La mine Nomico a demandé un permis pour avoir de l'exploration avec impact. Le gouvernement du Québec va émettre le permis pour pouvoir continuer à faire de l'exploration. Là. Fait que l'exploration va se faire. Là. Ils vont descendre vers le sud, vers Chénéville, pour être capables de voir s'ils sont capables d'agrandir le site où ils sont comme c'est là. Fait que la bataille n'est pas gagnée encore. Moi, je pense que le fait, là, il y a un référendum qui s'en vient en 2025 par les municipalités du Nord. C'est ce qu'il va démontrer. Puis le gouvernement du Québec, la décision finale, va la prendre quand le dossier va être déposé au BAP, là, si jamais il y a un dossier qui est déposé au BAP. Oui. Bien, c'est des gros dossiers qui vont demander beaucoup de temps à un maire et au reste du mandat de préfet, parce que on sait que le préfet, ça va changer dans les prochaines élections, que vous allez perdre votre poste, si je peux dire ainsi. Mais je pense que c'est peut-être, vous me l'avez déjà dit, peut-être un peu pour le mieux, pour que les gens puissent se consacrer aux gros dossiers, parce qu'avec des dossiers comme ça fait pas mal pour un préfet et aussi pour un maire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Lauzon. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 7 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, M. Benoît Lauzon, maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses, officiel. Et donc, je vous retrouve, moi, pour une prochaine à Studio Libre.